C'est Bonjour à tous, donc Michel Bouvier, je suis allergologue exclusif installé à Villefranche-sur-Saône, donc allergologue libéral, et puis je travaille en clinique où je réalise des tests de provocation alimentaire et médicamenteux. Donc j'ai bien entendu vos questions. Il y a beaucoup de questions sur la thérapeutique et donc sur la désensibilisation dont il sera largement traitement symptomatique aussi, dont il sera largement part dans la deuxième partie. Et dans la première partie, on va revoir pour la mise à jour et les éléments de diagnostic. Et tout d'abord, comment est-ce que, le petit conflit d'intérêt, les objectifs donc de notre atelier, donc définir une allergie respiratoire sévère. Donc quels sont les principaux allergènes respiratoires en cause dans les allergies respiratoires sévères, les tests cutanés et puis comment est-ce qu'on les interprète, l'aide des IgE spécifiques. Ensuite, on verra dans l'objectif la prise en charge des allergies respiratoires sévères, connaître les indications et les modalités de réalisation des désensibilisations dans ses propres allergies respiratoires. Enfin, je n'ai pas eu spécialement des questions sur le syndrome de Fernand-Vidal. Je ne sais pas si on a le temps de l'aborder. C'est quelque chose d'un petit peu à part. D'abord, un petit mot d'introduction sur le chemin de l'allergique. Je crois que je dois avoir une flèche par là. Oui, donc le chemin d'allergique, en fait, l'enfant naît et devient allergique assez rapidement. Il présente des allergies qui sont, dans les toutes premières années de la vie, qui sont des allergies alimentaires. Et soit il présente ce qu'on appelle une anaphylaxie. Alors pour la remise à jour, une anaphylaxie, c'est-à-dire que l'enfant va faire, ça peut être également l'adulte, il va faire une réaction immédiate survenant dans l'heure après la consommation, ici pour l'enfant, la consommation d'aliments. Alors quand on parle d'anaphylaxie, il faut bien se dire qu'il y a deux symptômes qui surviennent dans l'heure, c'est-à-dire que l'enfant va faire une urticaire doublée de vomissements ou une urticaire doublée de bronchospasme ou des démangeaisons qui surviennent dans les mains doublées d'un érythème. Mais il faut bien qu'il y ait deux symptômes qui interviennent. Ça, c'est l'accident de type immédiat. Et l'enfant peut faire également un accident ce qu'on appelle de type retardé. Et retardé, les allergies de l'enfant qui sont des allergies retardées, c'est ce qu'on appelle les entéropathies. Les entéropathies, ce sont les diarrhées. C'est les diarrhées chroniques. Quand on dit des diarrhées chroniques, c'est des diarrhées avec perte de poids. Ce sont des enfants qui perdent jusqu'à 5-6 kilos et tout, notamment ce qu'on appelle les entéropathies au lait de vache. Ça, c'était un petit rappel pour les accidents allergiques du petit. Les principaux allergènes qu'on retrouve, ce sont l'œuf et le lait. Et comme vous le voyez, j'ai fait une flèche descendante. Pourquoi ? Parce que ça disparaît. Les années passant, ça disparaît. La plupart du temps, le lait de vache disparaît à l'âge de 5 ans. L'œuf, il y en a 5% qui restent. Le lait de vache, il y en a moins de 5%. Et à cet âge-là, il y a un switch et apparaissent les allergies respiratoires. Les allergies respiratoires qui vont augmenter l'enfant grandissant pour perdurer. Si l'allergie alimentaire a tendance à disparaître, notamment pour ces allergènes, l'allergie respiratoire, elle, apparaît. Et à ce moment-là, se développent les asthmes, et notamment par allergie en premier lieu chez le pitchoun, aux acariens, aux fanères de chat. Je vous ai mis en haut, ici dans le chemin de l'allergique, dans les connaissances générales, ce qu'on appelle globalement les fruits à coque. En fait, dans les fruits à coque, il y a l'arachide, mais aussi tout ce qui est oléagineux, c'est-à-dire les noix, noisettes et la noix de cajou, pistache. L'arachide,
Et noix de cajou, pistache plus noisette, ce sont des allergies qui ont tendance à perdurer et on guérit de ces allergies en faisant ce qu'on appelle des inductions de tolérance. Voilà donc pour les généralités. Je ne serai pas tout à fait complet, sauf si je ne vous ai pas parlé de quelque chose que vous devez rencontrer dans vos cabinets, à savoir les allergies respiratoires qui croisent avec les aliments, les gens qui se présentent chez vous par ce qu'on appelle des syndromes oraux, c'est-à-dire quand ils mangent des fruits, ben ça leur gratte la gorge, ça leur gratte les oreilles et tout. Et ce sont des gens qui sont initialement allergiques à différents pollens, et en premier lieu le bouleau. C'est ce qu'on appelle le syndrome pomme-bouleau. Et plus largement, ce sont des gens qui sont allergiques aux fruits de la famille des rosacées. Alors, qu'entend-on par allergie respiratoire sévère haute? Alors, ce sont des patients qui souffrent de rhinite persistante, invalidante, avec un retentissement important sur la qualité de vie, au niveau de la fréquence des symptômes. Donc, ce sont des symptômes qui sont pérannuels, ce sont des symptômes qui sont intenses, avec une obstruction nasale qui est majeure, des éternuements qui sont extrêmement fréquents, notamment pour tout ce qui est polynose, une hyposmie. L'hyposmie, c'est plutôt avec les acariens. Ça peut aller jusqu'à la perte de goût. La perte de goût, une diminution du goût ou une perte de goût, pardon. Dans ces allergies sévères nasales, il y a des réveils nocturnes qui sont extrêmement fréquents. Et donc, le retentissement est important sur la qualité de vie et ça génère une asthénie. C'est un des motifs de la consultation. Ça, c'était pour la partie ORL chez l'adulte. Alors, un peu spécifiquement chez l'enfant, les enfants font ce qu'on appelle des otites à répétition, où ils font volontiers des otites séromuqueuses. Donc, les ORL enlèvent les végétations, ils posent des aérateurs transtympaniques, et là, il faut avoir le réflexe d'aller chercher une allergie dans ces tableaux cliniques. Ce sont des enfants qui ont une obstruction majeure des fosses nasales, et grandissant, ça peut entraîner à moyen terme ce qu'on appelle un prognatisme, c'est-à-dire qu'ils respirent la bouche ouverte en permanence, et donc ça entraîne une avancée de la mandibule. D'où la prise en charge pluridisciplinaire qui est très importante entre vous, pneumo-allergologue, et les ORL. Il faut savoir prendre des avis ORL très fréquemment. Voilà pour la partie ORL. Alors, pour la partie respiratoire basse, là, je parle sous la gouverne de mon confrère, parce que je ne suis pas pneumologue. L'asthme est fréquent dans les allergies respiratoires. Il y a un lien entre la sphère ORL et la sphère respiratoire basse. Il y a différentes formes cliniques, vous le savez mieux que moi, des asthmes d'effort, des toux nocturnes, des toux à l'effort, et les réveils nocturnes sont fréquents. Bien, là je passerai assez rapidement. Vous avez l'enfant ou l'adulte fait des bronchites à répétition. Il y a des exacerbations qui sont fréquentes. Alors quand ça se passe en hiver, des bronchites à répétition pendant la période hivernale, il faut savoir les chercher. Il faut penser aux acariens. La première chose, le premier allergène auquel il faut quand même penser, c'est les acariens. Puis on verra tout à l'heure quand on liste les antécédents, il faut regarder dans l'environnement aussi s'il n'y a pas un chat. Pour le reste, vous voyez que l'activité est limitée, les enfants sont volontiers hospitalisés et que le score de qualité de vie est perturbé. Voilà, donc ça, je vous ai mis le GINA, mais ça vous connaissez aussi, vous connaissez mieux que moi même, donc je vais passer assez rapidement. Nous voyons en consultation des asthmes aigus graves et en cas d'épisode infectieux et notamment en cas d'allergie aux acariens qui se compliquent volontiers d'épisodes infectieux et qui génèrent donc des asthmes, qui génèrent des déstabilisations d'asthme, ou quand il y a des expositions à des fortes quantités d'allergènes chez les patients qui sont très allergiques, mais aussi aux chats, ou en période de pollinisation. Et on verra tout à l'heure l'importance de la connaissance du moment de survenue et de la connaissance du calendrier pollinique. Voilà. Bien sûr, enfin un petit mot juste pour l'aspirine. L'aspirine, mais
peut-être que vous le savez mieux que, enfin, peut-être que vous le savez très bien, l'aspirine génère des crises d'asthme qui sont très sévères. Alors, si j'ai pas le temps de parler de l'asthme dans la maladie de Fernand-Vidal, les crises d'asthme surviennent généralement dans l'heure et demie à 2 heures après la prise d'aspirine. Ça survient pas dans l'immédiat. Pourquoi? Parce que c'est pas une hypersensibilité allergique, c'est-à-dire que ça passe pas par la voie de l'IgE, mais c'est ce qu'on appelle une hypersensibilité non allergique, qui est médiée par la voie des leucotriens. Mais ça donne des asthmes qui sont sévères avec une chute du VMS entre 20 et 40%. Voilà. Alors, les allergènes en cause, en paire annuelle, ce sont donc en premier lieu les acariens, et puis ensuite vous avez les phanères de chat, les autres phanères d'animaux aussi sont listés, et puis les moisissures. J'ai une question donc sur les moisissures, l'alternaria, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Au niveau saisonnier, vous avez ici en rouge, ce sont les principaux allergènes. Donc, bien sûr, c'est les pollens de graminées. Les pollens de graminées, bon, on va voir le calendrier tout à l'heure. Ensuite, ce sont les bouleaux en fréquence. Moi qui viens de la région lyonnaise, l'ambroisie. Et si on descendait un peu plus dans le midi, c'est le cyprès. Donc, ça en fait... nous, dans la région lyonnaise, on appelle ça ce qu'on appelle le grand chelem, c'est-à-dire les acariens, le chat, les graminées, bouleaux et l'ambroisie. Voilà. Et puis dans le midi, il n'y a pas trop de bouleaux, mais il y a beaucoup de cyprès. Alors, le diagnostic. Bon, alors, le diagnostic repose sur l'interrogatoire avec classiquement les antécédents. Les antécédents atopiques, ensuite les antécédents non atopiques, des antécédents atopiques familiaux, ça c'est assez important. Ensuite, tout ce qui est habitudes de vie. Alors ça, les habitudes de vie, c'est fondamental. Dans le questionnaire, vous allez lister, première chose, s'il y a un tabagisme. Tabagisme, même pour les enfants, s'il y a un tabagisme dans l'entourage, tabagisme actif chez l'adulte. Est-ce qu'il y a des animaux au domicile? Les chats, c'est quand même très fréquent. Les chiens aussi, même si les chiens, c'est beaucoup moins allergisant que les chats. Ok? Les sensibilisations aux chats sont beaucoup plus fréquemment en cause, et puis ça donne des asthmes beaucoup plus sévères. Est-ce que les patients habitent dans des maisons anciennes? Les maisons anciennes sont des maisons qui sont volontiers riches en acariens ou en moisissures. Est-ce qu'il y a des travaux en cours aussi? Ensuite, est-ce qu'il y a de la moquette dans la chambre? Et enfin, quelle est l'activité professionnelle ou en quelle classe est l'enfant? Et quels sont les loisirs? Est-ce qu'ils pratiquent l'équitation notamment? L'équitation est quand même un facteur de risque important chez les enfants qui sont allergiques aux acariens, ce qui peut paraître étonnant, mais en pratiquant l'équitation, il y a beaucoup de particules en suspension, notamment dans les écuries. Et je disais aussi, il faut savoir dans le questionnaire demander si un avis ORL a été pris dans les 5 dernières années. Et on poursuit en revenant sur l'anamnèse, la scène clinique évocatrice. Et donc là, on arrive à l'unité de temps et de lieu qu'on va voir dans le calendrier. Alors, quelle est l'activité professionnelle? Alors, j'ai cité ici les activités qui sont quand même à risque particulier en allergologie. Bien sûr, les boulangers. En moins de degrés, les pâtissiers, les boulangers à cause de nombreuses particules en suspension, tout ce qui est plâtrier, peintre, les mécaniciens automobiles, tout ça c'est pour les mêmes conditions. C'est parce que l'atmosphère intérieure est de mauvaise qualité. C'est quelque chose qui vient irriter les bronches sur des bronches qui sont déjà enflammées par l'allergie sous-jacente. Ce qui enflamme le plus les bronches pour nous, allergologues, ce sont quand même les acariens. D'où l'intérêt, on verra, de la désensibilisation. Alors, autres métiers à risque, les menuisiers, les charpentiers et les ouvriers travaillant dans les ateliers, mais retenez que les métiers où il y a beaucoup de particules en suspension, c'est un facteur aggravant. Alors, je viens au calendrier pollinique. Alors, la connaissance du calendrier pollinique, c'est très important quand on pratique bien sûr l'allergologie, et savoir que dans l'unité de temps et de lieu,
que les graminées, ça pollinisent en avril, mai, juin et alors, avril, mai, juin jusqu'au 15 juillet. Ça, c'est pour en plaine. Ça dépend un petit peu des régions. Dans la région Rhône-Alpes, dans le centre, c'est avril, mai, juin, juillet. Dans la région parisienne, plus on remonte dans le nord, plus ça pollinise tard. Donc, ça veut dire que c'est décalé dans le temps. Et si vous allez en montagne, alors là, la pollinisation des graminées, elle se fait fin juillet, août et jusqu'à début septembre. Alors ensuite, le cyprès. Le cyprès, c'est en début d'année. Hein. C'est février, c'est même début. Oui, c'est ça, février, mars, avril. Ensuite, vous avez donc la pollinisation du bouleau qui est en mars. C'est mars-avril. C'est des choses très importantes à connaître parce que si vous connaissez le temps, vous pouvez rapprocher la clinique par rapport à la chronologie. Pardon. L'ambroisie, chez nous, c'est en août, septembre, et c'est très typique. Ça donne des pics qui sont assez brefs, qui durent 3 semaines, 1 mois, alors que les graminées, c'est beaucoup plus long, comme vous le voyez. D'où des sensibilisations qui sont beaucoup plus fréquentes parce que les gens sont beaucoup plus impactés. Alors, le diagnostic, après donc le questionnaire, donc après la connaissance du calendrier pollinique, donc repose sur les tests cutanés. Les tests cutanés, il faut savoir les interpréter quand même avec précaution. Parce qu'un test cutané, et donc ici c'est souligné en rouge, un test cutané marque une sensibilisation, mais pas une allergie. C'est-à-dire qu'il y a des tests qui sont positifs et pourtant la personne n'est pas allergique. C'est ce qu'on appelle un faux positif. C'est dû à une sensibilisation croisée. Un pollen vient croiser avec un aliment, par exemple, par l'intermédiaire d'une protéine. Et là, ça s'appelle une protéine de type, par exemple, une protéine PR10. Et ces protéines PR10 allument le test cutané pour l'arachide et ça le rend positif. Pour autant, la personne n'est pas du tout allergique à l'arachide. Alors que sur la photo d'à côté, la personne est allergique aux graminées, au bouleau, et en même temps, elle a un test cutané qui est positif, et pourtant, elle est allergique à l'arachide. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'aider bien sûr de la scène clinique, parce que cette adolescente-là, avait présenté une scène clinique à l'arachide, tandis que là, il n'y avait pas eu de scène clinique spécifique, et pourtant le test était positif. Donc ça, c'est un élément très important. Les tests cutanés, ça doit toujours être rapproché à la scène clinique, en plus du moment. Vous avez de nombreux tests qui sont donc faussement positifs, qui sont provoqués. Donc, vous avez d'une part les PR, ce qu'on appelle nous les PR10, et d'autre part une autre protéine qui sont les profilines. Alors, les profilines, qu'est-ce que c'est? Ce sont des protéines du cytosquelette. C'est pour les allergènes moléculaires végétaux. Et en fait, quand vous avez une profiline, ça vous donne un bras comme ça. C'est-à-dire que là, vous avez ici représenté un test cutané pour les graminées. Et en dessous, vous avez le bouleau. En dessous, vous avez le cyprès. Là, vous avez le frêne. Là, vous avez, je crois que c'est l'olivier. Là, vous avez le platane, l'ambroisie, l'armoise. Et vous voyez, tout est positif. Pourtant, c'est simplement comme je vous ai dit, c'est simplement une sensibilisation. Et ces tests cutanés sont allumés par ce qu'on appelle les profilines. Donc, il faut savoir les interpréter avec vigilance. D'un autre côté, là, c'est surtout donc pour les pollens. Là, on avait les tests cutanés pour les acariens. Pour les acariens, vous n'avez pas de profiline. Donc, les allergies croisées pour les acariens, elles sont beaucoup plus rares. C'est-à-dire que le test cutané pour les acariens, il est beaucoup plus spécifique. Si vous avez un test cutané qui est positif pour un acarien, vous avez beaucoup de chances que la personne soit positive, sauf si en même temps elle est allergique aux crustacés, parce qu'on verra qu'il y a un allergène qui croise. Voilà. Et quant à l'allergène de chat, il est très spécifique. Voilà. Très spécifique. Si le test cutané est positif, il y a beaucoup de chances pour qu'il soit allergique au fanère de chat. Alors,
Donc, je vous dis un mot sur les profils. Je vais vous... Voilà. Ici, on comprendra mieux sur le tableau, sur ce tableau, les profils dont je vous parle et qui donnent des sensibilisations donc croisées. Donc se retrouvent donc les bétulacées, c'est la famille des bouleaux, c'est aulne, bouleau, charme, noisetier, et c'est RBV2. Et si vous avez donc quelqu'un qui est sensibilisé à RBV2 ou pour les graminées à R fléol P12, ben ça va allumer donc le bras pour tous les tests cutanés polydés. Alors que s'il a un test cutané au boulot qui est positif par une autre protéine, c'est qu'on appelle RBV1, qui est la protéine qui croise ici avec des aliments, mais pas avec d'autres pollens, ben les tests cutanés seront beaucoup plus spécifiques et il n'y aura que le boulot qui va être positif. Donc j'espère que je ne vous ai pas trop perdu là, parce qu'on rentre un peu dans les allergies, ce qu'on appelle les allergies complexes. Mais si vous faites de l'allergologie respiratoire et que vous voyez des allergies au boulot, eh ben c'est pas étonnant que les gens présentent une allergie aux fruits, comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans la première diapo, et aux fruits de la famille des rosacées, pommes, pêches, poires, cerises, abricots, mais aussi à ce qu'on appelle ici le soja. Alors je vous dis simplement un petit mot sur le soja. Pourquoi? Parce que les gens qui sont allergiques au boulot et qui ont cette protéine-là ont des allergies qui sont potentiellement sévères au soja. Et ce sont les produits laitiers de soja qui donnent des chocs par cette protéine. Ça met dans un coin de votre esprit par le biais ce sont les produits laitiers, hein, c'est-à-dire le lait et les yaourts. Donc, c'est la partie la plus, j'allais dire, un peu complexe hein, de notre atelier. Et donc, concernant l'allergie alimentaire, je disais tout à l'heure, elle est IgE-médiée. Les accidents surviennent dans les demi-heures ou dans l'heure après la survenue de la consommation de l'aliment. Et chez les adolescents, ou chez les adultes jeunes, on a un élément qui est très important, c'est que l'asthme est un facteur aggravant de survenue d'accidents anaphylactiques. Et on appelle ça les 4A. Les 4A, ça veut dire adolescent, anaphylaxie, arachide et asthme. Voilà, donc là, vous multipliez les facteurs pour qu'ils partent entre guillemets, pour qu'ils arrivent aux urgences ou qu'ils aient besoin d'utilisation d'adrénaline. C'est bon? Vous n'avez pas de questions par hasard? Non? Allez-y, je vous écoute. Prenez au micro parce que... Alors j'ai oublié de dire tout à l'heure que cette session est filmée et en direct, donc il faut parler dans le micro pour que tout le monde puisse participer. Peut-être vous en parler par la suite, mais pour l'immunothérapie allergénique, pour une désensibilisation au boulot, si c'est un BETV1 bien positif, est-ce que ça améliore le syndrome oral? Ah, non. Non. Mais effectivement, c'est une bonne question qui anticipe ce que je vais dire tout à l'heure. Et en fait, ce qu'il faut retenir, pour les aliments, on fait ce qu'on appelle des inductions de tolérance, qui marchent très très bien. C'est-à-dire que les gens ils mangent plus de fruits et on leur refait manger des fruits à petite quantité. Donc ça va. Tout ce qui est pommes, pêches, poires, cerises, abricots, ils vont pouvoir remanger, mais ça ne va avoir aucun impact sur l'allergie au boulot ou aux autres bétulacées. Et de même, la désensibilisation au boulot que vous allez mettre en place, elle ne va pas avoir d'impact sur les rosacées. Voilà. Alors c'est un travail qui va être à faire parce qu'il faut le prouver. Mais bon, dans mon expérience, j'ai beaucoup travaillé là-dessus et pas mal publié et ça marche pas. Non, la désensibilisation au boulot marche très bien sur le boulot, mais elle marche pas sur les pommes. Hein. Voilà. J'imagine que c'est la même chose pour les acariens, celui qui est allergique, qui a le tropomyosine positif. Ouais. Et puis, c'est pas une contre-indication de désensibiliser ces patients-là qui ont une allergie aux crustacés.
Alors, si... mais là, tout à l'heure, ouais, je vais en parler. D'accord. Voilà. Parce que je vais m'arrêter longuement sur les acariens et tout, parce que ça, les acariens, vraiment, ça, là, c'est quelque chose qui a révolutionné un peu le comprimé acarien surtout. Hein. Et donc, je dirais un mot à ce moment-là, et puis ça, c'est vraiment de votre pratique quotidienne. Alors, si vous faites de l'allergologie, vous aurez des tests de dépistage à faire. Donc, les tests de dépistage, c'est pareil. Il faut être vigilant parce qu'il y a de nombreux faux positifs. Donc, vous avez, par exemple, vous faites un Masterclass pneumallergène. Est-ce que vous connaissez le Masterclass? Masterclass, c'est une liste. Vous avez acarien, chat, et vous avez l'ensemble des pollens, et ça vous rend une réponse de 0 à 6. Voilà. Et en fait, si vous avez, comme on a vu tout à l'heure, une prophyline qui se promène, eh ben, ça va vous rendre des résultats qui vont être positifs pour tous les pollens. Or, en fait, c'est lié à la clinique uniquement quand c'est à partir de la classe 3. Si vous avez classe 1, 2 et ça ne sera pas significatif. Mais par contre, c'est un test qui peut être très intéressant, hein, qui peut venir en complément si vous n'êtes pas sûr d'un test cutané et tout. Et puis parfois, c'est quelque chose qui récupère un test cutané. Donc, il n'est pas à éliminer totalement, mais il est simplement, il faut interpréter donc avec vigilance. Ensuite, les IgE spécifiques, vous avez vu peut-être aussi par le biais des profilines ou des PA10 qu'il peut y avoir de nombreux faux positifs. Dans ces cas-là, on s'aide de ce qu'on appelle, nous, les IgE recombinants. Alors, l'intérêt du dosage des IgE, totaux, numération formule, ça, en allergologie, les asthmes sont surtout des asthmes de classe 1 à 4 qu'on rencontre. On rencontre peu de classe 5. Alors la place des anti-IgE, pour l'instant, on a la désensibilisation, mais on n'utilise pas les anti-IgE pour l'allergologie. Alors, vous faites donc pour les acariens, dans le cadre de la désensibilisation aux acariens, cette partie-là, c'est important parce que avant de désensibiliser, il faut demander non seulement il faut demander les recombinants. Pourquoi? Parce que dans le comprimé acarien, vous avez que 2 allergènes qui sont RDRP1 et RDRP2. Ça doit être systématique. Et il faut savoir que dans 5% des cas, il y a des gens qui sont allergiques aux acariens, mais par le biais de cette protéine, RDRP23. Or, cette protéine n'est pas dans le comprimé acarien, donc la désensibilisation ne va pas marcher. Il faut également vous assurer que les gens ne soient pas allergiques aux acariens par le biais de ce qu'on appelle RDRP10, qui est une tropomyosine et qui, pour le coup, croise effectivement avec les crevettes. Donc, en systématique, demandez bien RDRP1 et RDRP2. RDRP1, il y en a un des deux qui doit au moins être positif. Pas forcément les deux, mais au moins un des deux. Est-ce que c'est clair? Parce que ça, c'est vraiment très important. Vous avez d'autres allergènes recombinants pour l'allergie respiratoire qui vont vous aider. C'est RFLD1, puisque c'est l'allergène qui est compris pour la désensibilisation vis-à-vis du chat. Hein. Ensuite, le chien, je vais passer vite pour le chien parce que moi, sur quelques 2000 patients, je crois que j'ai 2 patients qui sont désensibilisés aux chiens. C'est vraiment pas quelque chose que qu'on met en place en pratique. L'allergène de chien, c'est pas quelque chose de très féroce. OK? Alors que l'allergène de chat, oui, on verra dans quelles conditions on le met en place. Voilà. La désensibilisation au cheval, qui est ici, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pratiquent l'équitation et qui sont des mordus, entre guillemets, d'équitation. Pour eux, le cheval fait ce qu'on appelle fait famille, c'est-à-dire fait partie de leur famille. Mais la désensibilisation au cheval, ça n'existe pas. Hein. OK? Donc, on peut essayer la désensibilisation au chat, mais ça marche pas dans tous les coups. Alors,
Pour les pollens de graminées, avant de mettre en place la désensibilisation, assurez-vous que ce soit celui-là qui soit positif, c'est-à-dire pas graminées, pardon, bouleau. C'est HBV1. C'est HBV1, c'est l'extrait qui va être présent dans le comprimé ou dans les extraits par goutte. Ça s'appelle, d'accord, HBV1. Si vous avez quelqu'un qui a des symptômes mais qui n'est que HBV2, dans ces cas-là, la désensibilisation, elle ne marchera pas. Et surtout, c'est pas le bouleau qui est à lister, mais c'est un autre allergène saisonnier. OK ? Voilà. Et je poursuis par les graminées. Avant de désensibiliser, demandez bien les recombinants, donc R-fléol P1 et P5, et P5B. En fait, moi, de manière systématique, je demande P1, P5B, R-fléol P12, voilà, et P2 et P6. Mais s'il y a P1 et P5B, c'est bon, la désensibilisation va agir. Je dis pas qu'elle va marcher à tous les coups, mais au moins elle va agir. Tandis que si vous avez que R-fléol P12, vous pouvez être sûr que vous courez à l'échec. D'accord ? Voilà, ça c'est très important, hein, de bien faire ça avant de désensibiliser. Pour l'ambroisie, la désensibilisation à l'ambroisie, c'est un temps court. Comme je vous ai dit, l'ambroisie, moi je désensibilise rarement à l'ambroisie. Et sinon, on peut demander celui-là. Est-ce que pour HBV1, c'est bien clair? Parce que ça peut paraître un petit peu complexe. HBV1, R-fluol, si vous faites des désensibilisations pour les graminées, c'est vraiment P1 et P5B. Hein. OK? Alors, avant de passer à autre chose, donc un rapide synthèse. Donc, on a vu les profilines. Donc, boulot. Les profilines sont à l'origine de sensibilisation croisée entre les pollens de bouleau, les pollens fléol, c'est les graminées. Et ça me permet de vous dire aussi que les gens, il y a une profiline dans le latex. Et les gens, ils ont un test cutané qui est positif au latex, mais pourtant, ils sont pas du tout allergiques. Alors, comme vous le savez, le latex, parfois, ça fait peur. En fait, ça nous permet, le latex, dans ces cas-là, on demande des recombinants. Et les recombinants, ce qui sont importants, c'est RHEVB5 et RHEVB6. Mais dans ces cas-là, il faut bien demander les recombinants. C'est pas parce qu'un test cutané est positif au latex que la personne est allergique au latex. La personne est allergique au latex si, lorsqu'elle a, par exemple, un rapport protégé, elle va faire un œdème qui survient dans le quart d'heure ou même de manière immédiate, par exemple, hein, ou lorsqu'elle gonfle un ballon de baudruche. Alors là, ça c'est très très typique du latex. Et dans ces cas-là, vous verrez les bons recombinants positifs. La PR10, on a vu que donc c'est une allergie, c'est un allergène du bouleau et ça croise essentiellement avec les fruits. Voilà, ça croise pas avec c'est assez spécifique et ça ne croise pas avec les autres pollens et c'est ce qui donne le syndrome pomme bouleau. Et pomme bouleau, c'est-à-dire rosacée bouleau, mais aussi soja. Et le soja donne des allergies qui sont potentiellement sévères par cette protéine. Et donc, il faut mettre les produits laitiers à base de soja de côté. Il ne faut pas vous étonner si quelqu'un vous dit également qu'il ne mange plus de noisettes, parce que la noisette, il y a beaucoup de PR10 dans la noisette, et ça donne des syndromes oraux qui sont très très forts. Voilà, qui pique, un syndrome oraux, et ça peut même faire gonfler les lèvres, ça peut faire couler les yeux, etc. Ça survient dans le quart d'heure, et ça dure une demi-heure, et puis après ça passe. Voilà. Alors, ensuite on a les allergènes d'origine pour les animaux. Donc on a la tropomyosine, effectivement, les acariens. Les acariens, ça croise avec les crustacés par l'intermédiaire d'une protéine croisante qui est DRP10. Tout ça pour vous dire qu'avant de désensibiliser, donc ou de mettre en place un traitement symptomatique, la bonne connaissance
des allergènes recombinants et d'une aide très importante et va nous permettre de voir si la désensibilisation va fonctionner ou pas. Alors, là, on a les principales protéines PR10, voilà. Donc, on en a dans l'arachide, dans la noisette, et puis on en a dans d'autres. Là, je vous laisse prendre les photos ici. Retenez que pour les gens qui sont très allergiques à l'arachide, il faut savoir donner RARH2, qui est une albumine 2S, et RARH6. Voilà. Pour la noisette, il faut savoir doser le recombinant Cora A9 et Cora 14. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop perdu là-dessus. C'était un peu, je sais que c'est un petit peu complexe, mais bon, après, ça donne des bonnes bases. Vous pouvez récupérer le diaporama et puis approfondir chez vous si vous le souhaitez. Nous avons, donc là, c'était un petit mot pour la tropomyosine des acariens. Les acariens, ça croise avec les crustacés, ça croise avec les escargots, ça croise également avec les huîtres. Et la tropomyosine, ça donne des accidents très graves avec les escargots. Quelqu'un qui est allergique aux escargots, ça donne des chocs. Et les chocs, dans ces cas-là, on met les escargots de côté. Par contre, les crevettes, par ce biais-là, ça donne des allergies qui sont bénignes. Ne me demandez pas pourquoi. Mais les escargots, c'est très sévère. OK? Et voilà. Donc, je vais venir. Est-ce que pour la mise à jour, vous avez des questions? Bonjour. Juste une question par rapport au test de dépistage. Vous parlez de vigilance. Est-ce qu'on peut avoir de faux négatifs, d'authentiques allergies avec des tests de dépistage négatifs, mais parmi les allergènes cherchés? Avec le Fadiatop. Fadiatop, surtout, oui. Oui, avec le Fadiatop, avec le Mastocla, non. Non, c'est des tests qui sont très sensibles. Hein. C'est des tests qui sont très sensibles. Par contre, on peut avoir plein de sensibilisation. Non, mais les gens, non, le test est positif, ouais. Ouais. Je réfléchissais, mais le test, oui. C'est négatif, ça ne traduit pas un contact ancien. Si on a une allergie et que les dernières semaines, on n'a pas eu de contact avec l'allergène. Si on a une allergie et que durant les dernières périodes qui ont précédé le test, on n'a pas eu de contact avec l'allergène, c'est pas possible que ça soit négatif. Alors, là, vous dites que ça peut rappeler, en fait. En fait, non, là, en prise de sang, non, ça, on rappelle pas les choses. En intradermaux, oui, on peut. Ça, on rentre dans l'allergie médicamenteuse. Donc là, c'est un peu plus. On fait ce qu'on appelle des tests de rappel, oui, pour le médicament. On fait les intradermaux, on fait reprendre une petite dose, et puis après, on refait le test 4 à 8 semaines après. Et effectivement, l'intradermaux, si elle se modifie, à ce moment-là, on considère que la personne elle est allergique. Je rebondis, tiens, parce qu'il y avait la question tout à l'heure sur les faux négatifs sur les tests cutanés. Est-ce que c'est toujours d'actualité? L'arrêt des antihistaminiques, les benzodiazépines avant. La question était tout à l'heure, est-ce que les personnes qui sont sous corticoïdes par voie générale ou par voie inhalée, est-ce qu'il faut arrêter avant les tests? Merci. Alors, les antihistaminiques, oui, il faut arrêter 5 jours avant. Oui, tout à fait. 5 jours avant, il y en a même un qu'il faut arrêter 3 semaines avant. Je ne me souviens plus lequel. Pardon? Oui, une semaine avant, oui. Oui. Enfin, moi, je vais faire arrêter 5 jours avant et ça va. Voilà, ça va très bien. Moi, j'ai remarqué une chose dans mon expérience. Ouais. 20 ans, 22 ans d'allergologie. Certains antihistaminiques, on fait des tests et on a des réactions normales. Ça ne pose pas les résultats. Je ne sais pas les antihistaminiques, les anciens antihistaminiques. Je ne sais pas pourquoi. Alors, non, oui, c'est vrai ce que vous dites, mais il faut interpréter les tests avec parcimonie. Et je pense qu'il faut respecter les règles. Voilà, la règle de bonne pratique, c'est 5 jours. 5 jours avant, on arrête les antihistaminiques. Corticoïdes ne négativent pas les tests cutanés. Corticothérapie inhalée ne négative pas les tests cutanés non plus. Voilà. Et puis, tu m'avais demandé... Benzodiazépine.
Alors, les benzodiazépines, tu veux dire l'atarax ou le... Non, c'est pas... Non, les benzodiazépines, on trouvait ça dans les vieux livres. Non. C'est toujours d'actualité ou pas? Non. C'est plus d'actualité. Hein? Non. Enfin, sur ces 15 dernières années, non, j'ai pas vu de travaux dessus et tout. Hein. Non, sur les benzos, on peut les continuer. Il a répondu corticoïdes oraux, tu peux répéter? Ah, les corticoïdes oraux, ça négative pas les tests. Hein. Non. Les antihistaminiques, oui. Et encore, les antihistaminiques, on peut... Non, il faut retenir qu'il faut les arrêter 5 jours avant. C'est plus simple. Voilà. Simplement, ça modifie les tests, mais voilà. Et alors, il y en a un, je me souviens plus, je l'ai pas à l'esprit, qu'il faut arrêter 3 semaines avant. Mais bon, ça va me revenir. Hein? Antidépresseur? Ouais, ça, c'est une bonne question, ça. Ouais. Alors, vous avez pas... Ouais, je vous remercie. Là, on rentre dans des choses un peu spécifiques. Ouais, les antisérotonergiques, ouais, ça négative les tests. Ouais. Ça, moi, c'est le fruit de mon expérience personnelle. Hein. J'ai pas vu passer beaucoup de travaux là-dessus. Et il y a certains neuroleptiques aussi qui négativent les tests. Voilà. Mais bon, généralement, on laisse les neuroleptiques puis on fait faire une prise de sang. D'où l'intérêt peut-être toujours de faire les tests positifs et les tests négatifs. Absolument, ouais. On fait toujours avec un témoin, ouais. Un témoin positif et un témoin négatif. Témoin histamine et puis le sérum, ensuite le témoin physiologique. Ouais. Vous pouvez prendre 2 témoins même avec le phosphate de codéine. Autre question, quand est-ce qu'on peut faire les tests cutanés? Est-ce qu'il faut que les symptômes soient stabilisés? Est-ce qu'on peut faire les symptômes combien de temps après un épisode aigu, justement? Alors, là, les tests cutanés après un épisode d'asthme, par exemple, tu veux dire? C'est ça? D'asthme ou d'anaphylaxie ou... Alors, pour l'anaphylaxie, on peut, une semaine après, faire pour ce qui est de l'aliment. Hein. À partir du moment où... parce que dans l'aliment, on fait des prick tests. Donc les prick tests, c'est assez anodin, hein, c'est anodin. À partir du moment où vous faites des intradermaux, c'est plus délicat. Hein. Les intradermaux, c'est pas tout à fait anodin chez quelqu'un qui a fait un choc. Hein. Alors généralement, dans les intradermaux, on attend 2 mois. Voilà, on attend 2 mois avant de faire le test. Mais bon, on fait des intradermaux, nous, pour la désensibilisation aux hyménoptères et pour les allergies médicamenteuses. Voilà, on attend 2 mois. Les intradermaux, c'est quand même... Voilà, il faut faire attention avec les intradermaux. Hein. Voilà, et puis tu m'as posé une question aussi. On peut faire des tests cutanés chez la femme enceinte. Les prick tests, on peut les faire chez la femme enceinte, mais on ne fait pas d'intradermaux, par exemple, chez la femme enceinte. Voilà, parce que la femme, ça peut entraîner des accidents. Voilà, et tu m'avais... Chez l'enfant, à partir de quel âge? Alors, ça dépend. L'aliment, nous, c'est 6 mois, vous voyez. Donc, les allergies alimentaires, on va assez vite et tout. Mais bon, généralement, les enfants qui ont beaucoup d'eczéma, ils vont avoir un test cutané qui va être positif de toute manière, parce que l'eczéma, ça donne des tests cutanés, ça donne des faux positifs, l'eczéma. Hein, tout va être positif. Voilà, mais c'est à partir de 6 mois, ok. Et chez l'enfant, à partir de 3 ans. À partir de 3 ans, on peut faire les prick tests. Et c'est ce que j'allais vous dire tout à l'heure. La sensibilisation, c'est pour les acariens notamment, les fanères de chat, ceux qui reviennent positifs à 3 ans, c'est ça. C'est acariens, fanères de chat et les graminées. Voilà, dans mon expérience, c'est ça. Mais en premier, c'est quand même les acariens. Pourquoi? Parce qu'il y a une valeur prédictive très positive entre les allergies à l'œuf et les allergies aux acariens chez les pitchouns. OK? Alors, donc, pour la prise en charge. Donc, la prise en charge, donc, vous m'avez posé, beaucoup de nombreuses sont vos attentes à ce niveau-là, et c'est vrai que depuis 10 ans, on a fait quand même on a fait quand même beaucoup de progrès. Alors, on oublie volontiers combien la housse
anti-acarien, c'est important. La housse, si vous ne mettez pas de housse chez quelqu'un qui est allergique aux acariens, ben la désensibilisation, elle marchera. Vous avez beaucoup moins de chances qu'elle marche. Hein. Ça, c'est la housse, c'est fondamental. Une housse anti-acarien, donc c'est housse matelas, housse traversin, housse oreiller. Bon, ça coûte environ, il faut compter 130, 140 euros. C'est pas toujours, c'est loin d'être toujours remboursé par les mutuelles. Mais c'est pour 10 ans, hein, la housse, hein. Donc, il faut bien insister sur le fait que la housse, c'est très important. Voilà. Ensuite, il faut bien ventiler la chambre, il faut bien aérer, il faut faire la poussière avec un linge humide au quotidien. Ça, c'est des règles de bonne pratique. Mais prenez un micro. Oui. Ça dépend C'est pas, oui, mais c'est pas suffisant. Oui, la question est, y a-t-il une différence entre la housse anti-acarien et le matelas anti-acarien? Ah oui, Parce tout à que fait. souvent, on nous vend les coussins anti-acariens, les matelas anti-acariens. Est-ce que ça suffit ou est-ce qu'il faut vraiment une housse? Ah oui, il faut vraiment une housse. Hein. Et c'est la housse qui fait dessus-dessous et qui se ferme hermétiquement. Alors, quand je dis des housses, Pas simplement le couvre-lit. ouais, c'est ça. Hein, c'est pas des alaises. Hein. Et puis c'est des housses dont l'efficacité a été testée. Hein. Voilà, le mieux. Bon, je suis pas là pour faire de la pub, mais hein. Non, mais il y a des housses pour lesquelles il y a eu des études et tout. Hein. Voilà. Quand vous regardez, par exemple, certains travaux de Frédéric Deblay, voilà, avec certaines housses, et effectivement, voilà, ce sont des housses qui sont vraiment de qualité. C'est pas les housses qu'on retrouve en grande surface. Mais le problème, parfois, c'est le budget. Un matelas anti-acarien, c'est la pub, quoi. Non, c'est important. Non, le matelas anti-acarien, c'est important. Il faut que le matelas soit récent aussi, hein. Oui, Voilà. c'est les récents, mais il faut une housse quand même. Ah ouais. Ouais. Ouais, il faut une housse. Ouais, tout à fait. Au passage, l'altitude aussi, c'est très bien, hein. Ça veut dire que de toute façon, il n'y a pas d'acarien au-dessus de 1400, 1500 mètres, hein. Donc, si vous habitez, par exemple, à Val d'Isère, par exemple, c'est bien. Au moins, là, il n'y a pas d'acarien. OK? Alors, ensuite, il y a l'éviction des fanères de chats. Bon, je vais rester plus sur les chats parce que les chats, comme je disais pour le cheval, le chat fait famille et le chat fait vraiment, c'est un élément social très important. Et donc quand la famille doit se séparer d'un chat, vous y arrivez quand même difficilement, hein, généralement. Alors donc l'éviction des fanères de chat avec un périmètre. Le périmètre doit être à la chambre au minimum. Mais quand on dit la chambre, ça veut dire que le chat ne doit pas pénétrer dans la chambre. Un chat qui passe dans une pièce, l'allergène reste quand même pendant 2 mois. Il faut le savoir. Donc voilà. Essayez de bien. Bon, ça c'est souvent un vœu pieux parce que les enfants jouent avec les chats, etc. Bon. Et on verra tout à l'heure les indications de la désensibilisation vis-à-vis des fanères de chat. On se passe plus facilement des lapins. Il y avait une question tout à l'heure sur l'alternariat. Déjà, pour l'alternariat, il faut savoir lutter contre l'humidité. Il faut que le taux d'humidité soit inférieur à 45% dans l'atmosphère intime. Quand je dis intime, c'est la chambre. Hein, il faut que le taux veiller à ce que ça soit bien... Enfin, insister pour que ça soit bien respecté. Et puis, vous faites installer une station météo et, si nécessaire, un déshumidificateur. Alors, les évictions pour les polynos, c'est un petit peu plus difficile. Bon, je crois que le maître mot pour l'éviction, c'est quand même les acariens. OK ? Alors, vous évitez les facteurs aggravants, tout ce qui est polluant de l'atmosphère intérieure, tout ce qui est huile essentielle, voilà, tout ce qui est, enfin, vous voyez ce que je veux dire, tout ça c'est bien à la mode aussi, ce sont des facteurs très aggravants pour les patients allergiques. Ensuite, demandez l'arrêt du tabac. Pour les gens qui ont un asthme important par un asthme GINA grade 3, 4 par allergie sur le lieu de travail, notamment les boulangers, vous pouvez aller jusqu'à une réorientation professionnelle. Et enfin, la vaccination antigrippale et maintenant anti-Covid est conseillée. Ouais. Je vous demande les micros. Proche. Pour les personnes qui sont à distance, pour Ouais. qu'ils puissent entendre la question.
Je m'étonne un tout petit peu par rapport à l'importance des housses anti-acariens. Ouais. C'est une expérience personnelle que vous avez parce que moi, on m'a transmis des revues Cochrane que Ouais. il n'y avait pas d'effet dans la littérature. Ouais. Chez nous, en Suisse, ils les remboursent pas pour cette raison. Ouais. Alors, est-ce que vous pouvez commenter? Bah, si vous voulez, il y a des... Oui, c'est vrai que c'est une expérience personnelle, mais après, la désensibilisation sans housse, ça marche beaucoup moins bien. Et puis, il y a des articles... Bon, alors, vous me direz, c'est pas le même indice que ce que vous m'avez dit comme revue, mais dans la revue française d'allergologie, qui vont dans l'autre sens et qui disent que les housses, c'est très important, au contraire. Voilà. Donc, et puis l'expérience aussi me fait vraiment dire que les housses, c'est vraiment très important, quoi. Voilà. Je ne sais pas si ma réponse est satisfaisante, mais bon, 22 ans d'expérience, c'est vrai que même montre que si vous mettez pas de housse, la désensibilisation, ça va marcher quand même beaucoup moins bien. Puis on verra pour les pollens, si vous n'occupez pas des acariens, la désensibilisation au pollen, eh ben ça va marcher également beaucoup moins bien. Nous, en allergologie, le nerf de la guerre, entre guillemets, c'est vraiment les acariens parce que ça entraîne à bas bruit, une inflammation bronchique, voilà, qui perdure tout au long de l'année. Et ça me permet il faudra que je vous dise quelque chose tout à l'heure pour les graminées. Alors. Merci. Du coup, juste pour quand il y a une double allergie acarien, graminées, comme on voit souvent, il vaut mieux commencer par la désensibilisation aux acariens avant de faire celle aux graminées. Alors, ça dépend de la sévérité. Ça dépend de la sévérité des symptômes. Si les symptômes sont extrêmement marqués au printemps, alors vous pouvez et il y a des symptômes pérannuels par contre, qui sont, par exemple, c'est intermittent, léger en pérannuel, mais c'est modéré, sévère au printemps. Bon, à ce moment-là, vous faites la désensibilisation vis-à-vis des graminées, mais il faut vous occuper des acariens et il faut pratiquer une éviction des acariens bien ventilée, bien aérée pour diminuer au maximum l'inflammation. Vous donnez une année comme ça, vous désensibilisez, mais c'est ce que je vais dire après, vis-à-vis des graminées. Et si ça suffit pas, à ce moment-là, vous désensibilisez vis-à-vis des graminées et des acariens. Et ça, si c'est dans ce sens. Après, si la personne, elle fait 3 bronchites pendant l'hiver, par exemple, ce sont des bronchites sifflantes et qu'elle est 3 fois sous cortisone pendant l'hiver et que ça perdure aussi au printemps, là, vous savez que, il faut d'abord cibler les acariens. La première année, et puis ensuite, la deuxième année, vous faites acarien et graminées. Pas sûr d'ailleurs. Souvent, en vous occupant des acariens, vous allez pouvoir apaiser la période des graminées. Et si c'est pas le cas, dans ces cas-là, vous faites les deux. D'accord? Est-ce que j'ai été clair? Alors, donc les traitements, alors les antihistaminiques, et donc les corticoïdes par voie nasale, donc dans les allergies sévères, c'est inefficace ou c'est partiellement efficace. Alors comme je vous dis un mot sur les antihistaminiques, j'ai entendu les antihistaminiques chez la femme enceinte. Est-ce que vous avez comment vous les gérez? Hein? On compte tous les antihistaminiques sauf la nouvelle génération. Ouais, vous donnez antihistaminique, c'est ça. Donc desloratadine, cétirizine, très bien. Par contre, parce que j'ai entendu qu'on pouvait aller jusqu'à 4 comprimés par jour. Non, chez la femme enceinte, on va pas jusqu'à 4 comprimés par jour. Hein. On peut doubler la dose, même les bastines, on peut donner chez la femme enceinte les bastines, hein, par exemple.
mais on peut doubler la dose, mais ça suffit. Hein. Et de toute façon, donner 4 antihistaminiques, c'est dans l'urticaire, hein, essentiellement. OK ? Voilà. Ça, c'était une précision. Et on peut donner des antihistaminiques, effectivement, cétirizine, desloratadine, à chaque trimestre, hein, même premier, deuxième, troisième. Voilà, faut pas s'embêter. Et on peut effectivement, par contre, là, on peut doubler la dose. On peut doubler la dose si les gens sont très... Parce que souvent, les femmes enceintes sont quand même ont en plus une hyperœstrogénie qui aggrave la rhinite. Elles ont une obstruction nasale qui est très forte. Alors, je disais, donc, traitement symptomatique, avec un équilibre de l'asthme qui est difficile à atteindre, avec des nécessités de haute dose de corticothérapie inhalée. Bon, les anti-IgE, mais là, je vous laisse, vous êtes bien plus performant que moi dans ce domaine. On avait une question. Ouais. Si c'est sur les anti-IgE, je te laisserai répondre. Merci. Bon. J'ai une question concernant les antihistaminiques. Est-ce qu'il est préférable d'abord de doubler la dose ou d'associer plusieurs antihistaminiques? Préférable de doubler la dose. Je suis pas très fan, moi, de mélanger. Non, ça fait un peu cocktail et tout. Alors là, pour le coup, il n'y a pas eu d'études qui montrent que spécifiquement le fait d'associer telle ou telle molécule sur des grosses cohortes, c'est plus efficace. Hein. Voilà, c'est plus efficace. Par contre, doubler les bastines matin et soir, c'est la même. Vous êtes c'est la dose qui est. Voilà. Et même pour les enfants aussi, on peut doubler la dose. Ouais. Alors pour les enfants. Alors déjà, on n'en a pas beaucoup. On en a essentiellement 2, hein, cétirizine et la desloratadine. La desloratadine, c'est 2,5 millilitres jusqu'à 6 ans, puis ensuite c'est 5 millilitres. Alors après, vous pouvez doubler la dose, oui, à partir de 25 kilos, voilà, mais dans les formes sévères. Mais bon, si vous êtes appelé à doubler la dose, c'est que il y a une désensibilisation qui est à mettre en place. Voilà. Alors d'expérience, moi je double très très peu hein, chez les enfants. Hein. Par contre, j'associe plus volontiers. Ça va peut-être vous faire réagir, mais bon, c'est vrai que moi je suis allergologue, je suis pas pneumologue. J'associe plus volontiers parce que ça marche sur la sphère ORL les antileucotriennes. Voilà. En sachant par contre que les antileucotriennes c'est pas toujours bien supporté hein, par les enfants. Hein. Enfin, je sais pas si. Voilà. Ouais. J'avais une question sur la prise en charge des patients asthmatiques qui sont allergiques aux corticoïdes. Comment est-ce que vous gérez ça? Alors, corticoïdes péros? Oui. Il faut les tester. Il faut les tester parce que il faut la prouver, l'allergie aux corticoïdes. Hein. Donc, en fait, là, les prick tests, il y a beaucoup de chances pour qu'ils soient négatifs. Après, on fait un test de provocation. Hein. Puis, on monte les doses en milieu hospitalier pour voir quelle gamme de protéines de corticoïdes on peut leur donner hein. Mais moi des vraies allergies aux corticoïdes je crois pas que j'en ai vu hein. Je ne crois pas que j'en ai vu hein. Souvent les gens vous disent je suis allergique à telle protéine et en fait non, ils ont fait peut-être un flush, ils ont fait une urticaire, mais une urticaire jusqu'à preuve du contraire, comme je vous ai dit au début du topo, une réaction allergique c'est 2 symptômes hein. Quand on fait une urticaire simple, c'est pas une allergie, hein, parce qu'on fait souvent des urticaires simples au moment d'un tableau infectieux, par exemple. Il y a quelqu'un qui a pris une urticaire au décours d'un tableau infectieux parce qu'il a fait une angine et qui fait une urticaire, il vient peut-être vous dire parce qu'il est allergique à la cortisone, mais en fait, non, il faut qu'il y ait 2 symptômes. Mais bon, pour répondre à votre question, on fait test de provocation au moindre doute. Voilà, en milieu hospitalier. OK ? Alors, donc, maintenant, pour la prise en charge, vous avez vu que j'avais mis la prise en charge, je n'ai pas parlé spécialement de la prise en charge au niveau bronchique, hein, vous êtes beaucoup plus compétent que moi dans ce domaine. Alors, je vais vous dire un mot, par contre, de la désensibilisation. Donc, les anciennes, avant la désensibilisation, c'était volontiers ça l'est encore maintenant, pour certains allergènes, et donc c'était par gouttes. La logistique au niveau des gouttes était assez lourde,
Donc, on a vu, les désensibilisations par goutte, ça se fait pour le chat, ça se fait pour l'alternaria, et voilà. Ça peut se faire aussi pour d'autres allergènes, hein, ça peut se faire pour le plantain, etc. Mais les principaux, voilà, c'est quand même le chat et l'alternaria. Alors, pour répondre à une question qui m'a été posée sur l'alternaria, eh bien, en fait, c'est un rythme perannuel, c'est-à-dire qu'on fait ça, c'est toute l'année, pendant 5 ans. On commence, là, pour ne pas citer ces laboratoires, c'est allergène. Vous avez aussi, donc, ALK, hein, qui fait des désensibilisations, font des extraits. Là, vous commencez par le flacon bleu, et vous faites une pression le premier jour, ça se met sous la langue, le matin, à jeun, 2 pressions le deuxième jour, 3 pressions le troisième, 4 pressions le quatrième, 5 pressions le cinquième, et ensuite on passe au flacon violet. La concentration du flacon bleu, c'est 10 IR, et la concentration du flacon violet, c'est 300 IR. D'accord? Alors, 300 IR, on fait une pression le 6e jour, 2 le 7, 3 le 8, 4 le 9, et 5 pressions le 10. D'accord? 5 pressions du flacon violet, c'est la dose d'entretien. D'accord? Ça sera pareil. Et ça sur un rythme après perannuel. C'est-à-dire que c'est tous les jours pendant 5 ans. D'accord? Et pour les fanères de chat, c'est pareil. Voilà. La désensibilisation, c'est le même rythme pour les fanères, enfin, c'est le même rythme pour les fanères de chat. Alors, ça me permet de vous dire un mot sur la désensibilisation spécifique, parce que les indications de désensibilisation au chat, bon, en premier lieu, on demande aux gens de mettre les chats de côté quand même. Hein. Voilà. Donc après, quand les enfants n'y arrivent pas et que le chat fait vraiment partie intégrante de la famille, bon, à ce moment-là, on peut désensibiliser, mais moi, je retiens en fait deux indications essentiellement de désensibilisation, c'est-à-dire, c'est la raison qui se rejoignent, c'est la raison professionnelle. C'est-à-dire, c'est le vétérinaire qui, voilà. Et puis ensuite c'est l'étudiant qui voudra être vétérinaire. Voilà, c'est les indications qui sont les indications principales. Et bon, ça marche. C'est pas ce qui marche le mieux. Hein. La désensibilisation au chat, c'est quand même pas ce qui marche le mieux par rapport aux autres, par rapport à ce qui est arrivé. Alors, ouais, ça marche. Alors, l'alternaria, ça marche pas mal. C'est pas le must non plus. Mais je dirais, l'alternaria, c'est 60%. Bon, c'est pas énorme, mais on désensibilise pas beaucoup quand même à l'alternaria. Hein. Enfin, sauf, vous m'avez dit, vous étiez dans un endroit où il y avait beaucoup de moisissures. Oui, donc, l'ambiance, on a beaucoup d'enfants qui vont aller aux moisissures. Ouais. Plutôt vers l'automne. Il y a cette histoire des embassades de feuilles mortes Ouais, d'accord. Mais d'ambiance un petit peu humide, mais cliniquement, je trouve que ça comme allergène. D'accord. Mais je désensibilise pas beaucoup parce que j'ai pas de recul. Dans ces cas-là, vous avez tout intérêt à chercher quand même les acariens, hein. Oui. Ah non, mais ils sont pas allergiques. D'accord. Alors, je vous dis, ça marche bien, mais c'est pas ce qui marche le mieux. Parce que bon, là, quand même, on a un produit, là. Maintenant, il y a le deuxième qui est ici. Donc, l'Acarizac, que vous connaissez peut-être, que vous connaissez sans doute, et l'Orilmit, qui est son concurrent, donc chez cet allergène, donc qui ont vraiment apporté un plus énorme dans la prise en charge de la désensibilisation. L'Acarizac, c'est pour la désensibilisation acarien. Donc, je vais m'arrêter après un moment dessus. C'est venu après la désensibilisation pour les graminées et juste avant l'Itulazac qui est la désensibilisation, le comprimé boulot et qui marche bien. L'Acarizac marche très très bien. Alors je vous ai parlé de la voie sublinguale. Alors simplement je reviens dessus. Donc on a pour l'ambroisie la voie sublinguale, on le fait donc en protocole pré-éco-saisonnier. Donc, les indications, c'est rhinite allergique étendue et asthme.
Et enfin, les effets secondaires, c'est ça. Faut bien signaler le prurite buccal, les pharyngées et parfois des épigastralgies. Alors chez les enfants, bon. Après, pour qu'ils poursuivre, c'est pas toujours facile. Le suivi annuel, le suivi est annuel pour la désensibilisation ou plus s'il y a un asthme qui est associé. Au passage, la désensibilisation, ça se met en place dès l'âge de 5 ans. Pardon? Non. En fait, non, on est en voie sublinguale. Là. Ah, sublinguale, d'accord. Ouais, en voie sublinguale, c'est tout dès l'âge de 5 ans. Voilà. OK? Est-ce qu'on peut, grâce à 5 pressions, monter par exemple à 6 ou 7 pressions? Oui, vous pouvez, oui. C'est pas me prouver que ça marche plus, mais oui, mais vous pouvez. Alors, ensuite, je pense que vous connaissez ce concept. Simplement, quand il y a une rhinite, ça multiplie par 2 à 7 le risque de développer un asthme, d'où l'intérêt de la désensibilisation des rhinites. Alors, le comprimé acarien, maintenant, il est chez l'enfant à partir de 12 ans. Et ça, c'est jusqu'à 65 ans. Je vous laisse parcourir. Donner un comprimé, le comprimé d'Acarizax, c'est jamais anodin. Il faut toujours être il faut quand même être bien vigilant. C'est un comprimé qui a l'AMM dans l'asthme par allergie aux acariens, notamment dans les asthmes qui sont insuffisamment contrôlés et qui, je pense, indiscutablement amènent un plus. Simplement, avant de donner le comprimé, vous devez avoir un asthme qui est stable. Voilà sa place. Dans les asthmes GINA grade 3, 4, moi je le donne même ici dans les GINA grade 2. Voilà. Et alors, voilà, ça c'est les contre-indications. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, les plus d'incidents que j'ai eus, c'est quand même avec le comprimé acarien. Et quand ça coince, ça coince dans les 5 minutes. Hein. Voilà. Donc déjà, quand vous donnez un comprimé acarien, c'est quand même bien d'avoir dans votre cabinet, c'est bien d'avoir une pièce à part. Vérifiez. C'est vrai que moi j'aime bien faire une courbe débit-volume avant de donner le comprimé chez les gens qui ont un asthme. Donc déjà chez les patients qui ont un VMS inférieur à 70% de la théorique, on donne pas le comprimé. Donc il faut que le VMS soit supérieur à 70%. Pas d'exacerbation de sévère d'asthme au cours des 3 derniers mois. La mise en route du comprimé doit être différée en cas d'infection respiratoire, de maladie auto-immune évolutive, d'inflammation buccale et d'hypersensibilité à l'un des excipients. Mais de pratique quotidienne, n'hésitez pas à faire, comme je dis, une courbe. Moi, parfois, je fais même une plétismographie. Hein. Je donne le comprimé et je garde les gens sous surveillance pour l'Acarizax ou l'Orilmite. Mais j'ai plus de recul par rapport à l'Acarizax. Je donne le comprimé, je garde sous surveillance pendant 3 quarts d'heure. Voilà. Par contre, après, les résultats sont spectaculaires. En fait, le principal, c'est comme si vous montez dans un avion. Le principal risque, c'est le décollage. Et après, quand vous êtes en vol, ça apporte un plus qui est extraordinaire. L'Acarizax, comme l'Orilmite, ça permet quand même de diminuer les doses de corticoïdes par voie inhalée, ou d'autres traitements pour l'asthme. C'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un traitement qui, avec le recul, nous a apporté, qui est globalement, qui est bien supporté, qui est bien pris par les patients. Il y a une bonne observance, c'est simple, et ça diminue le traitement pour
les autres traitements. Alors, est-ce que vous avez des questions? Quand on prescrit la Carizax, Ouais. on doit prescrire, je pense, l'antihistaminique le soir, la veille, Ah, mais ça, c'est une bonne question. pendant un mois. Ouais, ouais. Il y en a qui disent qu'on peut doubler la dose d'antihistaminique le soir. Alors, si vous estimez que, de toute façon, généralement, les gens, ils sont sous antihistaminique, hein, parce qu'ils sont pas très, très bien, hein. Donc, vous, en fait, les gens qui sont sous Acarizax, généralement, ils poursuivent leur antihistaminique pendant 3 mois, et puis après, ils l'arrêtent. Voilà. Et donc, comme ça permet d'avoir une meilleure tolérance. Et en fait, on les revoit au bout de 6 mois. Vous, pneumologue, vous réévaluez la fonction respiratoire au bout de 6 mois, et c'est à ce moment-là que vous diminuez ou pas le traitement. Et vous faites arrêter les antihistaminiques au bout de 3 mois. Ou s'il en avait 2 par jour, vous les diminuez. Pour les comprimés, il faut noter que ne sont pas pris en charge pour les patients qui n'ont pas une prise en charge à 15% des mutuelles. Et ce qu'on voit, c'est que depuis 2-3 ans, on voit de plus en plus des patients qui ne sont pas pris en charge pour ces vignettes orange. Donc il y a retour à la prescription aux solutions sublinguales pour pas mal de patients. Oui, enfin, oui, j'entends ça, mais bon, Dieu merci, c'est pas la majorité. C'est pas la majorité. Après, pour la tolérance, moi, je sens, depuis l'Orilmite, on a une meilleure tolérance de l'Orilmite que la Carizax. Ouais. En comprimé, mais je pense qu'on a une meilleure efficacité de la Carizax par Orilmite. Oui, c'est une petite expérience. Hein. Ouais, c'est pas. Après, le critère pour nous, les pneumologues, les critères de VMS, je pense, ne sont plus d'actualité depuis les dernières recommandations. On peut désensibiliser, je pense, c'est pas. Alors moi, ça devient plus une. Pas comme à l'époque où on avait l'obligation d'avoir un VMS plus de 70%. Ouais, Maintenant, je pense que ça fait plus sur les nouvelles recommandations de l'URS qu'on a vues. Il parle plus de ce critère. Moi, je ferai attention quand même. en dessous de 70, ou s'il y a une bronchite, etc. En plus, on a plus tendance à désensibiliser aussi les asthmatiques sévères, hein, maintenant, qui sont sous biothérapie, etc. D'accord. Mais ça, je veux bien entendre, mais bon, moi, je ne peux pas faire passer un message comme quoi, pour l'instant, parce qu'il faut que c'est des concepts récents. Maintenant, il faut des grandes cohortes et tout. Voilà. Pour l'instant, il faut quand même que le VMS il soit stable. Voilà, il faut que l'asthme soit stable et tout. Et on peut pas dire avec quelqu'un avec un VMS à 50% qui va prendre un Carizax, parce que ça, si vous le faites tomber à 30, et qui est chez vous, il est vraiment pas bien, quoi. Voilà. Pour moi, 70%, c'est quand même le minimum. Voilà. Il y a beaucoup de questions, du coup. Ah oui, c'est très pneumologue. Oui. Pour la Carizax, je vois sur la diapositive prise à jeun le matin au midi, puis rien manger de 3 heures avant. J'avais cru comprendre que c'était 5 minutes après la prise du comprimé sublingual, où là, il ne fallait pas manger. Alors, là, les personnes, ils sont à jeun. Hein. Ils sont à jeun le matin, hein, et puis ensuite, ils ne mangent pas pendant... En fait, ça se met sous la bouche, ça gratte, la Carizax. Bon, on se centre sur la Carizax, mais l'Orilmite, vous avez raison, hein, c'est la même chose. L'Orilmite, ça gratte aussi beaucoup, hein. Ces comprimés-là grattent plus que les comprimés pour les graminées. Hein. Ils sont moins bien tolérés, hein, au départ. Hein. D'accord ? D'où l'intérêt de poursuivre les antihistaminiques. Et donc, en fait, vous les donnez à jeun. Vous pouvez les donner à jeun le matin. D'accord ? S'il oublie, on peut le rattraper à midi. Il faut quand même que le patient soit à jeun de 2 ou 3 heures. Et ensuite, il mange pas il attend 5 minutes, puis ensuite, il peut aller manger. Hein. Parce que quand on fait une double désensibilisation, imaginons graminé, boulot, un matin, le soir, pareil. Le comprimé du soir, 3 heures à jeun. Alors, heureusement, il n'y en a pas beaucoup, mais 3 heures, c'est beaucoup. Pour un enfant, c'est beaucoup. Et donc là, pour un enfant, on accepte que ce soit 2 heures. Mais dans ces cas-là, de toute façon, la désensibilisation boulot, comprimé, elle est que chez l'adulte. Pour l'instant, elle est que chez l'adulte. Le Grazax et comment il s'appelle ? Hein ? Et le médicament,
la désensibilisation oralaire, pardon, qui est ici, ça, c'est donc à partir de 5 ans et c'est vis-à-vis des graminées. J'avais une question également. Est-ce que j'étais clair? Oui. Moi, j'ai pas encore d'expérience sur la désensibilisation, mais du coup, ça suppose que si on fait ça en cabinet libéral, il faut avoir le stylo d'Anapen à côté pour la surveillance. Non. Non. Parce que moi, vous faites pas les insectes là, hein, quand même. Hein. Ok. Voilà. Enfin, par contre, vous devez avoir de la ventoline, une chambre d'inhalation, un antihistaminique et de la cortisone. Moi, j'ai jamais vu de choc. Mais par contre, j'ai vu un grade 2 une fois. Hein. Voilà, avec quelqu'un qui a vraiment chuté son VEMS. Voilà, j'ai jamais utilisé d'adrénaline pour l'instant. Pas de grande cohorte, non, il n'y a pas eu d'anaphylaxie avec ça. Par contre, ayez bien la chambre d'inhalation, oui, ça c'est sûr. Oui, peut-être l'information, c'est avoir un chariot d'urgence pour faire face à tout effet adverse lié à la prise du médicament. Je crois qu'on a encore des questions par ici. C'est une question pour ceux qui sont allergiques aux crustacés et qui sont DRP10 positifs. Comment vous faites vis-à-vis de la désensibilisation à Carizax? Est-ce que vous la contre-indiquez ou et ils sont DRP10 positifs et DRP10 tropo positif. Ouais, mais ça c'est pas. Ouais. Mais ils ont que ça de positif parce que s'ils ont DRP1, DRP2. Ouais. C'est bon, les recombinants vont vous aider. S'ils ont DRP1, DRP2, oui, je désensibilise. Hein. Voilà, comme ce que j'ai dit tout à l'heure sur le boulot, c'est pareil pour les crustacés. Hein. Pour les bouleaux et les pommes, c'est pareil pour les crustacés. La personne qui peut avoir fait une réaction grave à la crevette, la tropomusine, par définition, c'est pour ça que je vous disais, c'est très important d'avoir les recombinants parce que DRP1, DRP2, il est dans le comprimé, là. Voilà, et DRP10, ça n'y est pas. Donc, ça marchera. Et il court pas de risque. Et retenez aussi que ça marche aussi pour l'aurilmite. Voilà. On a encore une question et 5 minutes. Ouais. Du coup, pour les enfants qu'on va désensibiliser aux acariens, donc uniquement par voie sublinguale, il faut aussi qu'ils soient à jeun en voie sublinguale, en spray, en liquide. Oui, ils prennent leur goutte le matin. À jeun. Le matin, oui, à jeun, c'est mieux. S'ils oublient le matin, ils prennent à midi. Voilà. Mais ne retenez pas que les enfants ont fait que la voie sublinguale. Hein. Alors, c'est à partir de 12 ans, les acariens. Voilà. C'est à partir de 12 ans et il y a des études qui vont sortir normalement en fin d'année avec une AMM qui va sortir pour les enfants à partir de 5 ans. Voilà. Donc, on est quand même sur le bon chemin. Voilà. Donc, retenez que, en fait, il y a une checklist pour la Carizax ou l'aurilmite. C'est comme si vous alliez décoller. Il y a vraiment des choses à regarder. Au niveau respiratoire, comment il était ces derniers jours. Alors, si vous faites pas une EFR, au moins faire un débit expiratoire de pointe. Et puis, surtout, il faut bien le surveiller. Moi, je mets 30 minutes, mais maintenant, j'ai eu tendance à les surveiller un petit peu plus. Voilà. Et notamment les adolescents. Hein. Voilà. Et n'hésitez pas, n'hésitez pas à faire une EFR. Voilà. Il y a des effets secondaires, des effets secondaires qui sont le prurite au niveau de la sphère ORL. Et ça dure 30 minutes. Et retenez que ce prurite se reproduit tous les jours pendant environ 10 à 15 jours. C'est très classique, ça. Puis qu'après, ça diminue. D'accord? Sauf que les gens qui prennent la Carizax ou l'aurilmite, ils sont volontiers sous antihistaminique quand vous leur donnez. Par contre, le comprimé, je m'arrêtais après là-dessus. Le comprimé graminé, les gens, eux, vous leur donnez, c'est en ce moment qu'on leur donne. Hein? Là, on en a donné des centaines. Hein? Et donc, les gens ne sont pas du tout sous antihistaminique. Hein? Par contre, et donc, c'est souvent des enfants qui sont quand même désensibilisés aux graminées. C'est volontiers des enfants. Et donc, ça gratte. Donc, les enfants, ça les surprend plus. Donc, parfois, ils le supportent pas très bien.
Donc, il faut leur expliquer que ça dure ça va durer une demi-heure, ça fait ça tous les 15 jours, et puis qu'après, ça rentre dans l'ordre. Et retenez aussi bien l'Oralair que le Grazac, que aussi ça marche très bien. Voilà, c'est quelque chose qui a vraiment amélioré la prise en charge de la désensibilisation. OK. Enfin, je dirais que la première prise, comme vous le voyez ici, elle est sous surveillance médicale. Bon, les modalités, c'est pareil. Hein, on le met sous la langue. C'est le matin, à jeun. On attend plusieurs minutes avant d'avaler. Et les graminées, c'est un protocole pré- et saisonnier. Donc, c'est de janvier à juillet. On peut commencer jusqu'au premier jour de février, et puis on prolonge à ce moment-là de toute façon, on prolonge jusqu'au 15 juillet. Hein, les graminées, c'est 15 janvier, 15 juillet. OK. Voilà. Tac. Les contre-indications sont les mêmes. Je voudrais terminer par ce médicament qui est sorti en décembre 2022, qui est le médicament de désensibilisation par voie orale vis-à-vis du boulot. Donc, celui-là, on le commence plus tôt, puisque la période de pollinisation du boulot, classiquement, c'est mars-avril, enfin, ça se termine le 15 mai. Et donc, on commence en décembre, et on va jusqu'au 15 mai. D'accord? Pour l'instant, c'est que chez l'adulte. Ça marche bien. La tolérance, au départ, est plus délicate qu'avec les graminées. Ça entraîne des démangeaisons qui sont assez significatives sur les premiers reculs que j'ai, mais c'est un médicament tout récent. Est-ce que vous avez des questions? On a une question? Oui, une question. Et on a 2 minutes avant de libérer la salle. J'avais la notion qu'on pouvait se désensibiliser naturellement au poil de chat. Exact, merci beaucoup. Ouais, c'est une belle question. Je vous remercie parce que j'aurais dû en parler. Et j'en ai pas parlé parce que j'ai oublié, mais vous avez raison, c'est l'objet de controverse dans la Société française d'allergo et du CFA. Et effectivement, hein, il y a des enfants qui ont un test cutané au chat dont les symptômes très positifs, dont les symptômes se sont améliorés. Et en fait, c'est la présence du chat, ce sont les allergènes de chat dans l'atmosphère ambiante qui ont amélioré, qui ont induit la tolérance. Voilà, ça arrive. C'est pour ça la controverse, c'est pour ou contre la présence de chats à domicile. Et donc, dans certains cas, le chat désensibilise contre l'allergie au chat. Oui, tout à fait. Tout à fait. Une toute dernière question pour conclure. Voilà. Désolée, je suis pas sûre d'avoir bien compris la réponse de tout à l'heure. Concernant la prise de corticoïdes oraux au long cours, j'ai un patient par exemple qui a une hépatite auto-immune qui prend des traitements entre 5 et 15 mg de cortisone. Ouais. Est-ce qu'on peut quand même faire les tests allergologiques sous cortisone? C'est bien ça, hein? Ou est-ce que ça fausse ou est-ce que... on peut faire les tests cutanés, oui. Il n'y a pas de problème pour ça. D'accord. Oui, okay. bien sûr. Et juste une dernière question, on n'en a pas parlé pour la maladie de Fernand-Vidal. Juste l'intolérance aux AINS et à l'aspirine. Est-ce que ça contre-indique totalement? Est-ce que faut faire attention? Non. Notamment pour les patients qui font des SCA ou des choses qui font des syndromes coronariens aigus. Justement. Non, on fait on fait ça à ce moment-là. Parce que vous parliez d'anaphylaxie ou de crise d'asthme sévère, du coup, ça fait un peu peur à chaque fois. Alors, en fait, asthme sévère, le VMS chute, je dis, entre 20 et 40% dans les 2 heures. Voilà, c'est pas immédiat, mais voilà ce qu'on fait. On fait un test de provocation et on les prend chez nous et on les prend en clinique ou à l'hôpital et on monte la dose progressivement pour voir jusqu'à combien ils tolèrent. Voilà. Et chaque fois, on leur mesure leur débit expiratoire de pointe après chaque prise de dose. Voilà. Et il y en a qui chutent. Oui, ça dépend. Et c'est des choses qu'il faut anticiper, ça, par exemple, avant qu'il y ait un événement aigu qui se passe, un AVC, un infarctus, ou vous le faites pas forcément chez tous les patients?
En fait, moi, je le fais à la demande. Je vais dire chez quelqu'un en systématique ou... Voilà, est-ce que vous le faites systématiquement en cas de un patient qui est en âge de faire un AVC ou un infarctus? Est-ce que vous allez anticiper ce genre de test ou pas forcément? Non, c'est les cardiologues qui nous le demandent. D'accord. Généralement. Je crois que les cardiologues ont des protocoles en plus d'introduction d'aspirine quand il y a un infarctus. Ils font ça directement. Ouais, non, c'est les cardiologues qui nous le demandent, ou s'il y a eu des antécédents d'accidents avec l'ibuprofène ou dans le passé, ou dans le jeux-œdème dont on connaît pas vraiment la cause. Dans ce cas-là, on fait le test de provocation. Et très souvent, c'est les cardiologues qui nous le demandent. Merci. Voilà. Bien, on va devoir libérer la salle. Merci beaucoup, Michel. Merci beaucoup à tous les participants à cet atelier. Bonne suite de congrès. Merci beaucoup.